suis heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International sur les antennes de TV5 Monde, sur celles de Radio France Internationale, en soutien, en accompagnement avec le quotidien français Le Monde, donc, qui participe également à cette émission. Notre invité aujourd'hui, un prix Nobel de la paix sur le plateau. Merci, monsieur le secrétaire général de l'ONU. Vous avez en effet dirigé Kofi Annan, l'ONU pendant 10 ans. Pendant une dizaine d'années, de 1997 à 2006, et vous publiez ce livre important, ce très beau livre, Intervention. Nous reviendrons souvent sur ce livre, aux éditions Odile Jacob, où vous revisitez cette décennie. Nous allons, avec mes collègues, Sophie Malibaud de Radio France Internationale, et quelqu'un que vous connaissez, Plantu, dessinateur du Monde, Cartoonist for Peace, dont vous êtes le président d'honneur, donc qui vous posera des questions. Sa colombe à l'ONU du Monde depuis 40 ans, hein, c'est bien cela? Exactement. Et c'est vrai que j'ai la chance de connaître Kofi depuis pas mal de temps, et c'est vrai que grâce à vous, on a réussi à fédérer pas mal de dessinateurs du monde entier, de toute religion, et de tous les continents, et de toute culture. Et on fait des ponts, là où certains ont envie de faire des cassures, Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, donc cette association dont vous êtes le président d'honneur, nous permet de dialoguer tout simplement. Et d'ailleurs, je reprends une phrase de votre livre qui est édité chez Odile Jacob. J'aime beaucoup. Le génie de la libre discussion était sorti de la bouteille. C'est ce que vous arrivez 2 fois à faire sortir la libre discussion d'une bouteille qui vous permet de dialoguer, même avec des dictateurs de temps en temps. Alors on va poser des questions. Doit-on parler avec tout le monde? Le faisiez-vous? Est-ce que des conflits sont évitables? Nous allons voir dans quelques instants un reportage relatif à ces années-là. Je voudrais peut-être vous poser une première question. Vous arrivez d'Afrique du Sud, vous avez assisté aux obsèques de votre ami, lui aussi prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, un homme pour l'histoire. Pourquoi ces hommes-là sont-ils si rares, vous qui avez rencontré les dirigeants de ce monde? Pourquoi sont-ils si rares et pourquoi sont-ils au fond assez irremplaçables? Je crois qu'il est unique parce qu'il a vécu une vie qui était très compliquée. Après 27 ans en prison, il sort en cherchant réconciliation, de négocier et parler avec les gens qui l'ont mis en prison, décider de construire un État qui était pour tout le monde. État rainbow, comme on dit. Et normalement, quand on vit ces genres d'expériences, on sort fâché, décidé. Prêt à la vengeance. Prêt à la vengeance. Il a écarté tout ça, comprenant qu'il ne faut pas garder il ne faut pas être fâché pour trop longtemps. Il ne faut pas garder la rancune en soi. Pour trop longtemps, parce que vraiment ça complique ta vie et les relations avec les autres. Il n'y a pas d'autres Mandela actuellement sur la planète? Il y a quoi? Il n'y a pas d'autres Mandela sur la planète? Il y a d'autres, mais ils ne sont pas à le même niveau. Mais c'est-à-dire que ce qui est important, les gens estiment qu'à cause de la vie que Mandela a vécue, on doit chercher d'autres Mandela. On doit modeler notre vie sur lui. Mais je crois que c'est l'expérience, c'est les leçons qui est important. Alors avant de vous poser d'autres questions, je voudrais que l'on revienne à propos notamment de votre livre, je le dis, Intervention aux éditions Odile Jacob, sur cette décennie, sur les conflits, sur les crises que vous avez dû gérer. Et ensuite, nous vous poserons des questions. Rencontre avec Kofi Annan. I, Kofi Annan. I, Kofi Annan. Solemnly swear. Solemnly swear. 1997, le Ghanéen Kofi Annan devient secrétaire général des Nations Unies. Premier diplomate d'Afrique noire à prendre la tête de l'ONU, dont il dirigeait déjà les opérations de maintien de la paix. Des casques bleus, symbole d'assistance et de protection, mais aussi d'impuissance sur le terrain. Comme en Bosnie, où snipers et milices serbes massacrent sous les yeux de l'ONU. Même chose au Rwanda, Hutu contre Tutsi, le génocide le plus rapide de l'histoire. 800 000 morts en 100 jours. Un autre échec onusien. La communauté internationale n'a pu rassembler ni les ressources, ni la volonté de venir en aide au peuple rwandais aussi vite qu'il aurait fallu. Agir vite sur le terrain. Kofi Annan se déplace partout, du Timor oriental au Pakistan, de l'Indonésie au Darfour. Son objectif, donner de la visibilité à l'ONU, la rendre incontournable. Ses efforts lui valent un prix, le Nobel de la paix en 2001, une récompense douce amère.
Le processus de paix israélo-palestinien est dans l'impasse et après le 11 septembre, l'Amérique se fait va-t-en-guerre. Dans la ligne de mire du Pentagone, l'Irak de Saddam Hussein. Kofi Annan, qu'on disait pro-américain à sa nomination, avait déjà pris ses distances avec Washington. Cette fois, il assiste jour après jour à l'échec de la diplomatie. Nous devons tous sentir que c'est une triste journée pour les Nations Unies et la communauté internationale. Les djihadistes envahissent l'Irak, les bombes pleuvent sur Bagdad, les attentats se multiplient. Et quand l'ONU dépêche des diplomates sur place, ils sont pris pour cible. L'Irak qui viendra hanter Kofi Annan jusqu'au couloir des Nations Unies, avec le scandale du programme Pétrole contre nourriture. De la corruption généralisée, dévoilée par le rapport Volcker. La responsabilité de cet échec doit être largement partagée, à commencer par les États membres et le Conseil de sécurité lui-même. Un Conseil de sécurité que Kofi Annan aura tenté d'élargir en vain. Lorsqu'il quitte son poste en 2007, il rappellera l'urgence d'une réforme. Il ne sera pas écouté. Mais lorsque les conflits éclatent, c'est à lui qu'on fait appel, comme en 2008 au Kenya, lors des émeutes post-électorales, ou en 2012 en Syrie, face au régime de Bachar el-Assad. Mais cette mission-là s'avère impossible. Après des mois de tentatives, Kofi Annan jette l'éponge, excédé par les blocages du Conseil de sécurité. Mais au terme de 40 ans de service, il croit encore aux principes fondateurs de l'ONU. 40 années au service de la paix, et donc cette décennie en tant que secrétaire général, peut-être l'opinion publique ou les journalistes que nous sommes ont un scepticisme, vous en parlez dans ce livre important. Est-ce que l'ONU évite vraiment des conflits ou est-ce que vous les constatez simplement? Est-ce que vous parvenez, est-ce que l'ONU est aujourd'hui adaptée pour gérer ces crises et pour éviter qu'ils ne débouchent en conflit? Je crois que l'ONU a eu certains succès, mais c'est très difficile de gérer des conflits dès que c'est éclaté. Le plus important, c'est de Tout est dans la prévention. Prévention, c'est le plus important. Mais pour pouvoir agir rapidement, il faut des moyens. Or, l'ONU n'a pas une armée. Elle a les casques bleus. C'est ça, les casques bleus, mais les casques bleus ne sont pas des troupes onusiennes. Nous sommes obligés de demander les États membres de nous donner des troupes. Et donc, normalement, pour monter une opération de maintien de la paix, il faut 3-4 mois pour avoir des troupes. Par exemple, regardons la situation en République centrafricaine ou bien au Mali. Où la France est engagée pratiquement seule du monde occidental. Je crois que la France a fait... Je suis content que la France est engagée. Elle a bien fait d'y aller? Elle a bien fait d'aller parce qu'autrement, on verra, il y aurait eu beaucoup de morts. Donc je suis content que la France est là. Je félicite le gouvernement français et le président Hollande pour avoir réagi au Mali et en République centrafricaine. C'est pas un échec de l'ONU si un pays doit y aller pratiquement seul? Mais l'ONU, c'est qui? 191 États. C'est ça. L'ONU, c'est tous ces États. Mais ce n'est pas facile de les pousser, de vous donner des moyens. Parfois, le Conseil de sécurité prend une décision, encourage les États avec capacité de s'engager, parce que ça ira beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est les Français, parfois, il y a un groupe d'États. Sophie Malibaud. En République centrafricaine, vous pensez que ça y est, on peut déjà dire qu'on a évité le pire, où il y a encore des risques lourds, interreligieux notamment? D'abord, on a freiné. On a freiné les choses. Je crois qu'on peut éviter des choses, mais il faut que les autres États envoient des troupes assez rapidement pour prendre la relève. C'est seulement une question de troupes, c'est pas aussi un problème politique? Absolument, il y a un problème politique et de négociation. Le secrétaire général a un représentant sur place qui est en train de travailler avec eux. Il y a un comité de 11 États dans la région qui travaille pour la paix de la région. Madame Robinson aussi travaille avec eux. Donc, il faut négocier, mais il faut aussi éviter les tueries. Il faut protéger la population. C'est là que l'action de la France est très importante et il faut des troupes onusiennes aussi. François Hollande a parlé d'une intervention de courte durée. Vous y croyez? On peut aller pour une courte durée, sachant que les troupes africaines sont démunies, sont peu nombreuses. Vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre important. Elle est partie pour longtemps, pas pour quelques semaines.
Non, ça peut être court durée si l'ONU s'organise à envoyer des troupes onusiennes. Pendant l'époque du président Chirac, on a fait ça au Congo. J'ai discuté avec le président, j'ai dit il nous faut une troupe, disons, il nous faut rapid response, comment on dit ça? Une réponse rapide. Rapide, pour 3-4 mois. Et je vous assure, Monsieur le Président, on va s'organiser entre-temps et les troupes européennes peuvent se retirer. Et c'était fait. Jean, je trouve très intéressant dans votre livre quand vous revendiquez le droit à l'intervention. C'est-à-dire que vous le dites, vous citez même les années où l'Inde avait mis fin à la guerre civile au Pakistan oriental, où le Vietnam en 1978 avait mis fin à la dictature des Khmers rouges au Cambodge, ou la Tanzanie qui avait viré le dictateur Amin Dada en Ouganda. Je trouve que ça, c'est nouveau, où on puisse dire, bah oui, je pense que même pour faire la paix, dans un pays, il faut avoir le courage de dire, oui, je suis d'accord avec une intervention. Même si des fois, on peut se dire, bon, là, ça a un peu dérapé. Mais des fois, je trouve que ça manque pas de panache d'avoir le courage de le dire. Vous-même aussi, pour la Libye, vous pensez que même s'il y a des dommages collatéraux, après, on le sait pour le Mali, vous pensez que même encore aujourd'hui, il fallait y aller en Libye? Libye, c'est différent. Libye, c'est différent parce que d'abord, il y avait un mandat du Conseil de sécurité. Tous les 5 ont voté pour le mandat. Peu de temps après, les Russes et les Chinois se sentaient, disons, déçus. Ils étaient déçus parce qu'ils disaient que le mandat était pour protéger la population. Et non pas pour intervenir militairement. Militairement, pas seulement ça, pour régime change, pour faire tomber Gaddafi. Et ça, on va payer cher comme communauté internationale. Ça a compliqué mon rôle en Syrie. Bien sûr. Par exemple, quand j'ai parlé d'embargo sur les armements, les Russes et les Chinois disent ça commence par une autre Libye. Voilà. Bien sûr, on nous a déjà fait le coup. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est ça. Mais ils n'avaient pas tort, parce qu'il y avait certains États qui croyaient qu'il allait faire la même chose en Syrie. Or, ce n'était pas possible. Je les avais dit que Syrie, ce n'est pas Libye, ça allait être beaucoup plus compliqué. Et je trouve ça intéressant que quand vous dites ils n'avaient pas tort de le dire, puisqu'ils se sont fait avoir, et je trouve que c'est drôlement passionnant pour des élèves de sciences politiques ou des étudiants de potasser le livre, parce que tout ce que vous dites est assez nuancé, et finalement, quand on regarde bien, vous bousculez les choses, on les lit au travers des lignes et des citations, et des moments un petit peu décoiffants, où vous avez même attaqué même les décisions anciennes de l'ONU, ce qui vous a valu quand même pas mal de reproches. Mais ce que je trouve passionnant, c'est qu'on puisse finalement faire aboutir un nouveau dialogue. Avec des choses qu'on n'avait pas le droit de dire avant. Ça. Mais vous parlez aussi dans votre livre de prévention. Et par exemple, dans la crise en République centrafricaine, pourquoi il y a eu tous ces coups d'État les uns à la suite des autres et que jamais rien ne se passe, que les pays voisins ne se rendent pas compte, que chacun essaie de jouer de son influence et rien ne se passe qui permet d'éviter le prochain coup d'État? Oui, c'est-à-dire que d'abord, il y a certaines situations où ce n'est pas si facile d'aménager ou bien d'étouffer les choses. Mais il y a des occasions où l'ONU a pu faire quelque chose. Par exemple, prendre Timor-Leste, Timor-Oriental. Timor-Oriental, oui. C'est ça. On a pu organiser une force force onusienne, pour aider, calmer les choses. Maintenant, c'est un pays indépendant qui a une très bonne relation avec ses voisins, l'Indonésie et l'Australie. Le problème centrafricain est très compliqué. Donc, il y a certains conflits qui ne se donnent pas facilement à résoudre. Mais Tuchon, Plantou a dit quelque chose qui était intéressant. Je crois que les Russes, les Chinois sur l'affaire Syrie. D'abord, la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité, doit s'entendre, doit se parler. En Syrie, ils sont divisés et, à vrai dire, les Russes, dès le départ, ont fait une meilleure analyse de la situation que l'Occident.
Et aujourd'hui, on voit les choses. Mais quelle analyse c'est-à-dire qu'en fait, ils sont derrière le régime d'Assad Non, c'est pas aussi simple que ça. Les Russes ont fait... j'ai dit quelque chose dans le livre. Ils ont parlé clairement dit que, évidemment, ils ont relation avec Assad. Mais ils vendent des armes, ils se servent de ces bases militaires aussi, il y a un intérêt. Mais ils ne sont pas mariés à Assad, ils sont réalistes. Mais c'est cynique de vendre des armes à Bachar el-Assad et de derrière de bloquer des résolutions au Conseil de sécurité. Les deux côtés envoient des armes en Syrie. L'Occident et ses alliés dans le Golfe envoient des armes. Et les Russes disent qu'on a un contrat avec le gouvernement. Mais l'essentiel, c'est les Syriens qui meurent. Il faut éviter cette... il ne faut pas sacrifier les Syriens pour ça. L'essentiel, c'est de pousser le Conseil de sécurité de travailler ensemble. Maintenant, ça commence. Je crois qu'il y a une bonne relation entre le ministre Lavrov et Kerry qui se développe. Et ça veut dire que les Syriens n'avaient pas le droit de manifester comme dans les autres pays arabes, n'avaient pas le droit de demander la liberté d'expression et un changement de régime pacifiquement, puisqu'au début, il n'y avait pas de rébellion armée au tout début. Non, ils ont le droit de se manifester. Mais quand ils commencent à être tués, il faut faire quelque chose. Ça a commencé par manifestation, mais maintenant, c'est une guerre civile. Au début, oui, c'est des vrais endroits. Mais on est impliqué à cause de la guerre civile. Mais pourquoi au début, l'ONU n'a pas pu faire quoi que ce soit? Là, vous disiez qu'au début, qu'est-ce que l'ONU peut faire? On aurait dit que l'ONU est en train d'intervenir dans une affaire interne. Affaire intérieure d'un pays. Affaire intérieure d'un pays. Et l'ONU n'a pas... Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. À un moment donné, c'était le régime avec des armes lourdes contre des populations civiles non armées. Et à ce moment-là, c'est le devoir de protéger. Non, mais c'est là que, d'abord, ils ont envoyé un envoi spécial de la Ligue arabe, et c'est moi qui ai suivi. L'ONU m'avait donné un mandat d'essayer de trouver une solution politique et pacifique. Mais voilà les complications. Tous les membres du Conseil de sécurité ont voté pour cette résolution. Peu après, 3 membres permanents de la Conseil de sécurité deviennent membres des Amis de la Syrie, avec un mandat tout à fait différent. Pour faire, si vous voulez, une autre Libye, j'avais un mandat pour trouver une solution pacifique. Encore cette interrogation sur la Syrie. Le régime de Bachar el-Assad est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques. Est-ce que, pour le secrétaire général que vous étiez et que vous seriez aujourd'hui, est-ce qu'on doit discuter avec tout le monde, y compris Bachar el-Assad, ou dire le préalable, c'est que certains dirigeants tombent d'abord, on ne discute pas avec certains des dirigeants, dont Bachar el-Assad. Pour vous, ils sont légitimes? Pour les Nations Unies, est obligé d'accepter que tous les chefs d'État sont légitimes, sauf si, dans les situations où ils ont commis des crimes contre l'humanité, bien. Il y a certains chefs d'État aujourd'hui qui sont soit il y a un mandat pour les arrêts, ou bien ils ont un cas devant le Cour pénal international. Donc, ce n'est pas automatique. Avec Bachar el-Assad, on doit discuter. On doit discuter parce qu'il est en position, il faut être très réaliste. Si on ne discute pas avec Bachar el-Assad, comment peut-on changer les situations? Sauf si on est prêt d'envoyer des armes, comme si on peut faire une deuxième Irak. Mais personne n'est prêt pour une deuxième Irak. Si on ne peut pas faire une deuxième Irak, on ne peut pas parler avec lui, comment peut-on changer les situations? Vous trouvez que le gouvernement français a fait une erreur dès l'origine en se mettant derrière les Amis de la Syrie? C'était prendre parti? Ça a compliqué la solution, de mon avis. Bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser à l'occasion de la sortie de votre livre, Intervention, Kofi Annan, aux éditions Odile Jacob. Nous nous retrouvons, si vous voulez bien, dans quelques instants après ce point d'actualité.
Retour sur le plateau d'International, sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI, toujours en collaboration avec le quotidien de référence, comme on dit, le quotidien français Le Monde. Nous recevons Kofi Annan, prix Nobel de la paix, qui dirigeait à l'ONU pendant une décennie. Monsieur le secrétaire général, et je le disais, vous publiez aux éditions Edith Jacobs ce livre important, Intervention, une vie dans la guerre et dans la paix. Dans votre livre, ce qui nous a frappé, ce qui nous a marqué, c'est que l'une des interventions qui restera dans l'histoire comme un échec, c'est l'intervention en Irak. On se souvient, donc c'était pendant que vous étiez secrétaire général, il n'y a pas de mandat de l'ONU, on est d'accord, 100 000 morts, chute de Saddam Hussein, et quand on vous lit, on a l'impression qu'elle aurait pu être évitée, ça s'est joué à pas grand-chose. Vous avez failli éviter ce conflit-là. Oui, je crois que c'était une guerre qu'on pourrait éviter parce que les bases même pour la guerre n'existaient pas. Si on avait donné un peu de temps aux inspecteurs des Nations Unies, on aurait pu comprendre qu'il ne fallait pas aller en Irak. On se souvient de Colin Powell montrant « j'ai la preuve ». Et vous n'y croyez pas, vous nous racontez dans le livre. Vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas. J'étais sceptique parce que les Américains me parlaient aussi avant le discours de Colin Powell. Et franchement, quand des inspecteurs étaient en train de faire le travail, ce qu'il fallait, c'est de leur donner un peu plus de temps pour terminer le travail et soumettre un rapport. Monsieur le secrétaire général, avec le recul, vous diriez que les Américains se sont trompés ou qu'ils vous ont menti? C'est difficile à dire. Il y a des gens qui ont dit que they jazzed up, comme on dit, jazzed up des dossiers of Iraq, comme on dit, jazzed up. Des dossiers, des éléments de preuve, des choses de ce genre. En tout cas, je croyais qu'ils étaient pressés. Il y avait une question de temps. Ils avaient déployé des troupes. Les chalets allaient venir en dizaines de jours. Il fallait agir avant que les chalets dans la région vraiment arrivent. Donc, ils étaient pressés. Je suis sûr que si les troupes n'étaient pas déjà déployées, vous auriez pu arrêter ce conflit. Faire pression. Sophie Malibaud, RFI. De façon générale, les États-Unis ont toujours une attitude assez réfractaire face au multilatéralisme de l'ONU, Ils ne vous aiment pas beaucoup, ils n'aiment pas beaucoup l'ONU. C'est plutôt un embarras. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait le 3e mandat, d'ailleurs. Il y a beaucoup de pression. Vous dites dans le bouquin qu'il y a un ami qui vous a dit, bon, bah, avec ce que tu viens de dire, là, le 3e mandat, tu n'auras pas droit. Et d'ailleurs, pourquoi vous arrivez encore, malgré la manipulation américaine, à avoir un peu de tendresse, que je crois comprendre dans votre livre, pour Colin Powell, alors qu'il vous a manipulé? Il nous a tous manipulés. Mais peut-être lui aussi, il était manipulé. C'est ça. Parce que c'est très difficile quand on fait partie d'une équipe. Et les renseignements américains viennent et disent c'est les meilleures informations qu'on a. On est convaincu, on va aller comme gouvernement, il faut aller présenter ça au Conseil de sécurité. C'est difficile. Mais je crois que la division en Europe aussi avait aidé. Si l'Europe avait resté unie, président Chirac et Schröder, ils étaient d'un côté. Président Chirac était ferme. C'est ça. Il était ferme s'ils étaient tous contre. Si la Grande-Bretagne, Tony Blair n'avait pas accepté de jouer le jeu avec Bush. Je crois que les Américains, on aurait pu mettre les Américains dans une situation où ils devaient réfléchir beaucoup plus. Ou bien d'aller seul. Est-ce que, par exemple, vous trouvez que ce qui se passe sur l'Iran, autour de la relation entre les Américains et les Iraniens, et tout ce qui se passe à Vienne autour du nucléaire iranien, ça se passe mieux que dans le cas irakien? Et peut-être que là, on est en train de travailler la relation de façon à ce qu'on évite un conflit majeur. D'abord, l'administration américaine a changé. Voilà. Obama a une autre attitude que Bush. Pas seulement ça, je crois que les Américains ont pris quelque chose aussi, qu'il faut travailler avec des autres États membres. Et j'espère que ça va réussir, on doit réussir. Si ce rapprochement avec l'Iran marche, ça peut avoir un impact positif sur d'autres dossiers. Ce conflit-là peut être évité, le bombardement notamment des centrales ou des lieux de recherche, des installations. Ça peut être évité. Ça peut être évité. Ça peut être évité. Je crois que les Iraniens sont sérieux.
avec... Vous croyez dans la parole de l'Iran aujourd'hui qui dit « nous ne voulons pas l'arme nucléaire ». Vous croyez ça, vous? Je crois qu'on doit les tester. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils disent ça. La réponse que je les donne, si vous n'avez pas un programme nucléaire, montrez, ouvre la porte. C'est ce que vous avez dit à Saddam Hussein à propos de ces armes de destruction massive, on le voit dans le livre. Laissez l'inspecteur de venir pour voir. Et ça commence, ils sont en train de le faire. Et donc je crois qu'on doit pouvoir résoudre ce problème diplomatiquement. Et d'ailleurs, sur l'Iran, Kofi Annan, vous avez remis un prix à des dessinateurs et dessinatrices iraniens et iraniennes à Genève. Et c'est grâce à des dessinateurs, souvent, qu'on comprend à l'avance qu'il y a une petite ouverture. Et c'est vrai qu'une des filles que vous avez récompensées, qui s'appelle Firouzeh, elle fait des dessins à Téhéran. Et là, depuis quelques semaines, je vois des possibilités d'ouverture. Elle fait des dessins qu'elle ne pouvait pas faire avant. C'est des petites sondes pictos, comme on dit sur les avions, qui nous permettent de dire « Ah, peut-être que le baromètre, il est peut-être en train de s'arranger ». Mais sur ce dossier, il faut que les Américains et les autres États membres travaillent très étroitement. Parce que si on répète l'expérience d'Irak, ça peut diviser les Américains et les pays européens. Parce que s'il y a un accord valable, correct, et les autres pays sont prêts à accepter, et certains membres du Congrès américain disent que nous, on ne peut pas accepter, on va on va imposer des sanctions, ça peut diviser que les autres pays disent que nous, on trouve ça correct, on va accepter, on ne va pas imposer les sanctions. Mais justement, la question des sanctions, c'est quelque chose de très intéressant. Dans certains cas, on a vu que ça a fait bouger les lignes. Je pense à la Birmanie, par exemple, et peut-être même sur l'Iran. C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu cette pression des sanctions. C'est un des outils que l'ONU permet de faire bouger les lignes, en fait. Mais si c'est vrai, il faut les utiliser efficacement. Parfois, ça devient un instrument brutal, comme on dit. Pour les populations. Pour la population. Ça devient brutal pour les populations qui en souffrent. Parfois, on impose. C'est ça. C'est eux qui payent. Parce que parfois, on impose des sanctions pour changer l'attitude d'un homme. Mais toute la population souffre. C'est là qu'on doit faire attention. Donc peut-être un signe positif ou d'optimisme sur ce dossier. Il y a beaucoup de lignes sur un dossier qui n'est pas résolu depuis une quarantaine d'années, qui peut-être nourrit d'autres dossiers, Monsieur Annan, qui vous tient à cœur, on le verra en lisant ce livre, Intervention, je le rappelle, aux éditions Edith Jacob, c'est le dossier du Proche-Orient. Nous avons le sentiment